Bien, bonjour à tous. Donc, ma présentation s'intitule E-learning, la puissance des communautés. Et ce que je vais vous présenter, en fait, c'est le résultat de 13 années d'expérience sur le web et sur l'e-learning. Je vais commencer par une très brève présentation de ce qui me concerne. Donc, je m'appelle Mathieu Nebra. Vous pouvez me suivre sur Twitter sur mnebra. Je suis entrepreneur. J'ai créé un site qui s'appelle le site du zéro, www.siteduzero.com. Il y a maintenant 13 ans. À l'époque, j'étais au collège et je cherchais à expliquer à des amis à moi comment faire pour créer des sites web. Et ça a commencé comme ça, et par bouche à oreille, le site a grossi, a grossi, a grossi. Je l'ai maintenu sur mon temps libre en parallèle de mes études, et il est devenu conséquent, à tel point que finalement, il y a 6 ans, j'ai créé avec un associé Simple IT, qui est l'entreprise qui gère le site du zéro, qui représente 25 salariés aujourd'hui et 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2012. Je suis par ailleurs auteur, j'ai rédigé de nombreux tutoriels en ligne et produit 6 livres et 6 e-books via la société donc Simple IT que j'ai créée. Plus précisément, le site du zéro, donc, c'est un site qui propose des tutoriels pour débutants en informatique. Donc, on fait ça en fait depuis les débuts. Le but, c'est d'expliquer le plus simplement du monde possible comment utiliser les outils informatiques. Et depuis quelques années, on se met aussi à faire des cours sur les sciences, et en particulier les mathématiques, la physique-chimie et l'électronique. Donc, on s'étend un petit peu. On dispose en fait d'une base assez importante d'1 demi-million de membres. Ça, c'est une barrière qu'on vient de passer très récemment. 1 demi-million de membres et plus de 2,3 millions de visiteurs uniques par mois. Tout ça uniquement francophone. Donc 75% de Français, 25% reste du monde. Et on a publié de façon communautaire, donc depuis 13 ans, plus de 15 000 pages de tutoriels. Donc c'est un gros travail. Et on est aujourd'hui, c'est une statistique qui est ressortie comme ça, spontanément, le 10e site high-tech préféré des Français. Donc on a beaucoup d'étudiants en particulier et de jeunes diplômés qui viennent chez nous pour se former. En parallèle de ça, on fait beaucoup de recherche et développement et on a lancé il y a 1 an tout juste le projet Claire. C'est un projet de R&D qui vise à réaliser une plateforme collaborative d'e-learning. Donc c'est exactement notre cœur de métier et notre centre de compétences. On a lancé ça en consortium, donc avec d'une part Simple IT, qui est l'entreprise que je représente, et 2 laboratoires de recherche, INRI à Grenoble et l'IRIS à Lyon, qui chacun apporte son lot de compétences sur le projet. Et ce projet Claire, on a longuement travaillé dessus pendant l'année passée. Il est aujourd'hui utilisé en production sur www.siteduzero.com pour la gestion du tutoriel. Donc on a nos millions de visiteurs uniques par mois qui viennent utiliser cette plateforme d'e-learning, qui la teste en termes de charge et qu'on teste aussi en termes de fonctionnement de la communauté. On observe justement comment ils se l'approprient. Donc le sujet de ma présentation, c'est justement qu'est-ce que l'e-learning communautaire ? C'est quelque chose qui n'est pas forcément très fréquent, c'est quelque chose qui se construit dans la durée et j'ai réellement la chance de vivre cette aventure parce qu'on ne décrète pas qu'on fait un site d'e-learning communautaire, on le devient. Alors qu'est-ce que c'est ? L'e-learning communautaire, c'est 2 briques en fait. Enfin, on va le distinguer en 2 briques. La brique e-learning que l'on connaît et la brique communautaire, qui ont chez nous un certain nombre de caractéristiques, à commencer par le fait qu'on a évidemment des cours en ligne. Chez nous, ils sont en libre accès et c'est financé par la publicité. Et vous pouvez acheter la version livre ou e-book. Un ensemble d'exercices d'évaluation pour l'interaction avec le visiteur et pour qu'il puisse se repérer par rapport à ses pairs. Et des systèmes de parcours d'apprentissage qui vont lui indiquer qu'est-ce qu'il peut apprendre, où est-ce qu'il peut continuer son apprentissage. Ça, c'est, tel qu'on le voit, notre brique e-learning. Du côté communautaire, on travaille évidemment la rédaction en groupe, c'est-à-dire on est 1, 2 ou 3 auteurs et on rédige un contenu sur, par exemple, le langage HTML. On n'est pas un système de wiki, c'est-à-dire que ce n'est pas ouvert à tous, parce qu'on a détecté en fait que quand on ouvrait à tout le monde, on perdait un fil conducteur pédagogique, une colonne vertébrale pédagogique, et donc il valait mieux qu'il y ait 1, 2 ou 3 auteurs, rarement plus. Et finalement, le communautaire, ça ne se distingue pas forcément seulement sur la rédaction, ça se distingue en particulier par tout un système d'entraide au-delà du cours, sur des forums donc, où les gens vont discuter et vont poser des questions et s'entraider. Et là, on a entre 7 et 8 millions de messages qui ont été postés sur ces forums.
Aussi très intéressant, un aspect feedback des lecteurs. C'est-à-dire qu'on encourage nos visiteurs, lecteurs, à donner des retours aux auteurs de cours pour qu'ils puissent l'améliorer. Et enfin, on a encouragé aussi la création de projets de groupe, c'est-à-dire qu'après que vous ayez appris une technologie, vous allez pouvoir la mettre en pratique avec d'autres gens qui ont appris comme vous, par exemple le langage HTML, et vous allez faire des sites web, vous allez lancer des startups, des associations, et ça c'est quelque chose qui marche très très bien. C'est un peu la suite, si vous voulez, de l'apprentissage. Ce que je vais vous présenter, c'est tel qu'on le voit justement, l'e-learning communautaire, l'ensemble de ces briques, comment est-ce qu'elles fonctionnent chez nous. Tout d'abord, l'aspect cours en ligne. Donc ça, vous avez un aperçu d'un cours sur ici la création de sites web que j'avais rédigé il y a quelques temps. Nous, c'est essentiellement du texte, des images, plus rarement des vidéos. Et vous avez une ligne d'apprentissage, c'est votre sommaire en fait. Et vous apprenez au fur et à mesure. Finalement, c'est assez classique, mais on travaille beaucoup la rédaction, la qualité de la rédaction et le rapport qu'on a avec le lecteur. On a un ensemble de systèmes d'exercices d'évaluation. On pense bien évidemment beaucoup au QCM dans ce type de cas, où nous, on essaie de plus en plus d'encourager d'autres types d'exercices. Ça, c'est assez intéressant parce que finalement, ça montre comment on fonctionne, nous, avec la communauté. C'est-à-dire que nous, Simple IT, l'entreprise, on avait envie de produire de nouveaux types d'exercices. Et pour encourager la communauté à le faire, on a montré la voie. C'est-à-dire que j'ai pris par exemple un week-end et j'ai réalisé un système d'exercice interactif sur HTML où il fallait écrire du code, un peu à la manière du site Codecademy pour ceux qui connaissent. Et j'ai publié ça en ligne. Les visiteurs ont beaucoup apprécié et ils se sont mis spontanément d'eux-mêmes à reprendre le principe, à le faire pour d'autres thématiques comme ici JavaScript et même à l'améliorer et à faire des choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé, comme ici un système d'appariement de mots-clés du langage JavaScript. Donc ça, c'est un bon exemple de collaboration qu'on a avec une communauté et comment on crée et on innove avec une communauté. Je vais essayer de passer. Voilà. On a aussi un système de parcours d'apprentissage. Donc là, c'est par exemple pour expliquer dans la création de sites web quels sont les différents parcours que l'on peut faire. On peut apprendre HTML, puis PHP, puis Java, puis J2E, etc. Et on propose aussi à la communauté de rédiger les contenus qui manquent en fait sur le site. C'est ce que vous voyez ici typiquement sur Django, Ruby on Rails, où on indique, ben voilà, on n'a pas de contenu, mais on aimerait bien en avoir. Et ce faisant, la communauté sait qu'on l'attend sur certaines thématiques, et on a des auteurs qui se mettent à rédiger sur ces thématiques. C'est aussi comme ça qu'on guide et qu'on garde une structure pédagogique bien organisée, tout en incitant la communauté à aider à compléter les trous. Maintenant, sur l'aspect communautaire, comme je vous le disais, on travaille beaucoup l'aspect rédaction en groupe et rarement plus de 1 à 3 personnes. Comme je vous le disais, parce que ça ne fonctionne pas très bien en fait. Quand on a 3, 4, 5 personnes, on a détecté que les cours n'allaient pas jusqu'au bout et n'étaient pas rédigés entièrement. Et nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est avant tout trouver de la complémentarité chez nos auteurs. Et là, le meilleur exemple que je peux vous donner de cas de rédaction en groupe, c'est le cas de Vincent Le Goff qui a rédigé un cours sur la programmation en Python. On l'a découvert spontanément un jour, on a trouvé que ce membre de la communauté avait fait un super cours. Et donc on lui a dit, eh ben, franchement ton cours il est super, il y a plein de gens qui le visitent, on aimerait l'adapter en livre. Et c'est là qu'on a découvert en fait que Vincent Le Goff était non-voyant de naissance et que donc eh ben, il ne pouvait pas faire par exemple des illustrations. C'est là qu'il nous a dit ça va être un petit peu compliqué. Et là, au lieu de bloquer par rapport à cet aspect, un membre de la communauté est venu spontanément proposer son aide. Il se fait connaître sous le pseudonyme de Cyprien. Et ils ont collaboré ensemble pour améliorer le cours Python et pour créer des captures d'écran, du langage, etc. C'est-à-dire que Vincent indiquait ce dont il avait besoin et Cyprien lui faisait des captures d'écran. C'est vraiment un bon exemple en fait, de collaboration qu'on peut avoir au sein d'une communauté. Et c'est d'ailleurs une belle histoire parce que le cours a été adapté donc en livre et en e-book. Il s'est vendu à plusieurs milliers d'exemplaires et il continue à le faire et c'est un de nos best-sellers. Et aujourd'hui d'ailleurs, Vincent Le Goff travaille en alternance chez nous en tant que développeur web. Donc comme quoi, tout est possible.
Sur l'aspect entraide sur les forums, c'est quelque chose d'assez classique finalement, mais qu'il ne faut pas négliger, puisque c'est là que finalement qu'il y a le plus d'activité, on a le cœur un peu bouillonnant de l'aspect communautaire du site. Et donc là, on a 7-8 millions de messages qui sont postés sur ces forums, et c'est devenu un espace incontournable pour les gens qui apprennent la programmation dans le monde francophone. Ils savent qu'ils vont trouver de l'aide ici. Mais c'est un peu, si vous voulez, la suite logique des cours qui sont proposés à côté. Un autre point où on est devenu assez expert sur le domaine, c'est l'aspect feedback des lecteurs. C'est-à-dire qu'on permet à la communauté de donner son avis sur les contenus pédagogiques et de dire ce qu'ils en pensent. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement poser en ligne un cours et puis on le laisse et puis on voit ce qui se passe. On le met et très rapidement, on a des retours de la communauté. Et ça dépend complètement des profils des lecteurs que vous avez sur votre cours. On a distingué justement au fil du temps 3 profils de lecteurs. Le profil débutant. Le débutant, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il peut nous dire « Merci, j'ai compris. J'ai compris cet aspect, enfin, grâce à toi, j'ai compris, c'est super. » Ou encore, il peut aussi dire « Je n'ai pas compris. » Ce qui peut indiquer donc qu'il faut améliorer un chapitre ou un passage spécifique. Donc ça, le débutant, effectivement, va nous indiquer des informations utiles pour améliorer la qualité pédagogique de notre contenu. Mais ce qu'on a tendance à croire dans l'e-learning, c'est qu'on s'adresse uniquement à des débutants, ce qui est tout à fait faux. On l'a constaté, en fait. C'est qu'on a aussi des experts. Et des experts qui sont parfois, voire même souvent, bien meilleurs que l'auteur du contenu. C'est-à-dire que chez nous, sur le site du Zéro, on ne considère pas que l'auteur est l'expert sur le domaine. On considère plutôt que c'est un très bon enseignant. C'est-à-dire qu'il a la fibre pédagogique. Et à partir de là, il est capable d'enseigner quasiment n'importe quoi, à condition de se former, bien sûr. Et les experts vont arriver à donner, en fait, leur point de vue pour améliorer techniquement, en fait, la qualité du cours. Ils peuvent dire « j'ai une précision à apporter ». C'est à l'auteur, après, de décider si oui ou non il ajoute cette précision dans son cours. C'est lui qui est garant de la qualité pédagogique de son contenu, donc il va arbitrer, en fait. L'expert peut aussi dire, et ça arrive, cette affirmation est inexacte. C'est courant qu'un auteur se plante en fait, sur un sujet ou que ça devienne obsolète. Et loin de mal le voir, chez nous, c'est particulièrement encouragé. Et c'est ce qui permet d'obtenir des cours qui deviennent très rapidement matures et qu'on publie d'abord en ligne. Et dès qu'on les publie en livre ou en e-book, on sait déjà qu'ils sont extrêmement matures et que ça équivaut à une 3e ou une 4e édition chez un éditeur classique. Et enfin, on a un 3e profil, celui que j'appelle le type de passage, qui a vu la lumière, il est rentré, il passe 2 minutes sur le cours, et on peut l'encourager à dire, par exemple, « Oh, j'ai vu une faute de frappe ». Il va simplement s'intéresser à la forme de façon générale, mais il a aussi des informations intéressantes à nous indiquer, et on est aussi à l'écoute de ce type de personnes. Au-delà du feedback, je vous le disais, on a des projets de groupe qui se montent. Et ça, c'est aussi un bon exemple de collaboration, c'est-à-dire que les étudiants qui ont appris sur le site du Zéro vont monter spontanément des projets de start-up, des projets associatifs, des projets personnels, qui vont impliquer de la programmation, des mathématiques, des sites web, du graphisme, enfin on a beaucoup de choses qui se créent. Et on encourage la création de ces projets de groupe et on les valorise. Ce qui, à nos yeux, en fait, est la suite logique de tout l'apprentissage qu'ils ont fait jusque-là. Et pour cette dernière partie de la présentation, ce que j'aimerais vous montrer, c'est ce qu'on considère comme faisant partie des enjeux du e-learning, et notamment du e-learning communautaire aujourd'hui, parce qu'on a fait beaucoup de choses, il existe beaucoup de sites de e-learning. Maintenant, on arrive à un momentum assez intéressant où on se pose évidemment beaucoup de questions par rapport au e-learning, on se demande sa position par rapport à l'apprentissage classique, et il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre et qu'on doit encore mettre en place dans les années à venir. Nous, ce qu'on a distingué comme élément très important, et le tout premier, peut-être le seul à retenir finalement, c'est se libérer du poids des méthodes passées. Ça fait 200 ans peut-être qu'on enseigne avec les mêmes principes. On a un enseignant devant un pupitre, une classe de 50, 30, 100 élèves, ça dépend des fois, et il récite son cours, les élèves apprennent, écoutent plus ou moins, vont à la maison, font les exercices plus ou moins, n'ont pas forcément d'aide d'ailleurs à ce niveau-là, reviennent, passent des examens. Ok, on a toujours fait comme ça depuis 200 ans. Juste, qu'est-ce qui nous dit qu'on est obligé
de faire comme ça, si ce n'est qu'on a toujours fait comme ça. Nous, ce qu'on pense, c'est que l'e-learning rabat les cartes. Il rabat complètement les cartes et qu'il faut absolument s'abstraire de ce qu'on croit savoir sur l'enseignement parce qu'on peut faire des choses formidables. Ça ne vient pas en concurrence de l'enseignement traditionnel, mais il faut réellement l'accompagner. Pour ça, on pense, en tout cas chez Simple IT, qu'il va falloir repenser le rôle de l'enseignant. Ça ne veut pas dire que l'enseignant est voué à disparaître, très loin de là, au contraire, mais plutôt que le fait qu'il répète chaque année, plusieurs fois par année, le même cours à des salles qui écoutent plus ou moins, on pourrait se demander, mais pourquoi ne pas faire une seule fois un très bon cours, on l'enregistre, les élèves le lisent et l'apprennent à leur rythme, chez eux, et ils vont dans la salle de classe pour réaliser les exercices sous la direction et sous l'aide de l'enseignant, pour justement bénéficier de ce que l'enseignant a de mieux à offrir, c'est-à-dire qu'il n'est pas une machine qui répète son cours, mais il est quelqu'un qui est capable de comprendre ce que l'élève a comme difficulté et il peut mieux l'orienter, il peut lui expliquer comment, dans la pratique, il peut résoudre des exercices et des cas concrets. Ce qui motivera d'autant plus les élèves à avancer, c'est-à-dire qu'il aura l'impression de passer son temps à réaliser quelque chose de concret. C'est un aspect justement très important qu'on apprécie beaucoup sur le site du Zéro et qui est aujourd'hui devenu un critère indispensable avant qu'un tutoriel soit publié sur le site, ce qu'on appelle faire de la formation une aventure. C'est quelque chose d'assez immatériel finalement, mais qu'on encourage, qui en fait est une façon de rédiger le cours. On veut que l'auteur, l'enseignant, soit passionné par son sujet. On va prendre uniquement des gens passionnés qui vont rédiger d'une certaine façon. C'est pas de la technique, hein, c'est vraiment juste un style pédagogique. Et ils vont rédiger d'une certaine façon qui fait que les élèves vont trouver ça passionnant parce que le prof trouve ça passionnant. Et s'il trouve ça passionnant, il va encourager automatiquement les élèves à aller plus loin, à aller lire le chapitre suivant et encore le chapitre suivant. Et ce faisant, on résout la problématique, en partie en tout cas, de la motivation des élèves à continuer un cours. Mais pour ça, il faut un cours de très bonne qualité qui respecte ce critère. C'est pour ça que dans tous les cours qu'on publie, dès le début, dès l'introduction, on explique ce qu'on sera capable de faire à la fin. Et c'est réellement un facteur motivant. On lui dit, tu veux créer un site web, tu n'y connais rien, c'est pas grave, regarde, on fera ce site web à la fin, c'est fait pour les débutants, allez, on y va. Chapitre 1, on fait comme ça, on avance, on avance, on avance, et on en fait vraiment une aventure. Enfin, on souhaite favoriser de plus en plus l'apprentissage en groupe. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore trop, mais qu'on a détecté. C'est que les étudiants apprenaient mieux quand ils étaient plusieurs, 2, 3, 5, plutôt que quand ils étaient tout seuls derrière leur écran d'ordinateur. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous faites du jogging le dimanche, vous devez un peu vous forcer pour aller courir. Par contre, quand vous faites une compétition, vous avez d'autres personnes qui courent avec vous, et donc vous êtes encore plus motivé à aller plus vite, et c'est là que vous faites vos meilleurs temps. Et l'idée, c'est justement de créer ces classes, peut-être des classes virtuelles en fait, à travers le net, où 5-10 personnes sont automatiquement mises dans un espace de discussion, et vont apprendre au même rythme, progressivement, et vont se motiver les uns les autres. Sur ça, sur cet aspect-là, on a un exemple intéressant que vous pouvez regarder, qui est le site Grokit, qui est un site américain qui se définit comme The Social Learning Company, qui propose ce qu'on appelle des group studies. Et les élèves peuvent participer à des exercices, à des cours, et être automatiquement placés dans des salles virtuelles où ils vont apprendre à plusieurs et on voit les résultats des élèves d'à côté et ils peuvent communiquer, ils peuvent chatter. Et ça les motive à aller plus loin et ils restent plus longtemps en fait, quand ils font des group studies que quand ils travaillent tout seuls. Donc ça, c'est un des aspects qu'on sera curieux de voir implémenté, en ce qui nous concerne, en tout cas sur le site du Zéro, et de façon plus large, dans le e-learning. Et enfin, dernier sujet, et j'arrêterai ici, le sujet des certifications en ligne, parce que c'est un sujet assez brûlant. Et pour ça, on a une citation qui est assez intéressante, que je voulais mettre ici, du président de edX, qui est un des principaux MOOC, Massive Open Online Courses américains, qui a le vent en poupe en ce moment. Il dit « We need to be sure that the student who took the course is indeed who they say they are. That's a real problem for MOOCs. » Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils ont un réel problème qu'ils n'ont pas résolu, c'est que les étudiants trichent. Et la triche a toujours existé pour les examens, pour les certifications. Simplement sur Internet, sans contrôle, on peut voir des gens qui font un examen, qui le réussissent à 100% en moins d'une minute, ce qui est humainement infaisable. Et ça, ils l'ont détecté, ils l'ont mesuré, ils ont vu, il y avait clairement de la triche. Est-ce qu'il faut aller mettre en place des mesures
pour empêcher de la triche. En ce qui me concerne, je ne crois pas, parce que c'est un jeu du chat et de la souris. On n'a pas fini à travers Internet. Est-ce qu'il faut réfléchir à d'autres façons de donner une certification ou à donner d'autres valeurs à la certification? C'est probable. Et ça, c'est quelque chose que rencontrent vraiment tous les MOOC. edX, Coursera, Udacity ont tous ce genre de problèmes. Et ils se demandent, mais comment est-ce que je peux donner de la valeur à mes certifications face au risque de triche? Les certifications sont extrêmement demandées. On pense que sur Internet, on va pouvoir donner des certifications de façon positive et massive dans les années à venir, mais on ne sait pas encore comment le faire. Et pour ça, et c'est une opinion en fait qui n'engage que moi, il y a deux façons possibles. La première, c'est de ne pas penser uniquement e-learning, mais peut-être qu'il faut revenir dans une salle contrôlée par un professeur, par une personne pour empêcher la triche, ou en tout cas la diminuer fortement. C'est une approche qui est retenue par le groupe Pearson d'ailleurs, le groupe Pearson Education. On peut aussi décider de valoriser la compétence, non pas à travers des examens, comme on l'a toujours fait, mais plutôt à travers des actions qu'ils ont réalisées. Et c'est quelque chose qui est particulièrement avancé sur les développeurs web, par exemple. C'est-à-dire qu'on va linker leur profil GitHub, on va leur demander leur projet, qu'est-ce qu'ils ont fait. Chez nous, on va linker toutes les réponses qu'ils ont données sur les forums et toutes les réponses utiles qu'ils ont données sur les forums. Et du coup, on va valoriser dans le temps la compétence du lecteur, de l'apprenant, pour dire, là, je peux prouver que depuis des mois, cette personne, elle est utile, elle a rédigé des cours, les gens aiment ce qu'il fait, et donc, ça a de la valeur. Voilà comment on peut imaginer une certification en ligne. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravi d'y répondre. Très bien.